Le séisme survenu lundi entre la Turquie et la Syrie fait déjà partie des 10 plus meurtriers du 21e siècle, c'est-à-dire l'un des plus meurtriers depuis 2020. Alors y a-t-il un risque de réplique 3 jours quasiment après la catastrophe? Pourquoi le plateau anatolien est l'une des zones les plus sismiques au monde? Avec nous pour en parler, Yann Klinger, sismologue, directeur de recherche au CNRS, au sein de l'équipe de tectonique de l'Institut de physique du globe de Paris. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Christophe Vigny, sismologue au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure, l'ENS. Yann Klinger, on commence avec vous. Pourquoi ce séisme est-il d'une ampleur particulièrement importante? Donc, ce séisme est d'une très forte magnitude, effectivement. Il se trouve dans une région qui est parfaitement identifiée comme une région hautement sismique. On a pas mal d'évidences de séismes anciens dans les enregistrements historiques. Tout ça parce qu'on se trouve en fait juste à la limite de deux grandes plaques tectoniques, la plaque arabique qui remonte vers le nord, voilà, comme le montre votre illustration, et la plaque Anatolie, qui du coup, sous l'effet de cette pression, s'échappe vers l'ouest. Et donc, la séquence de séisme de ces derniers jours se trouve juste sur la zone de faille entre les deux plaques. La magnitude, on la rappelle, 7,8. Christophe Vigny, pourquoi ce plateau anatolien dont vient de nous parler Yann Klinger est l'une des zones, dit-on, les plus sismiques au monde? Mais justement parce que cette plaque Anatolie qui s'échappe vers l'ouest le fait à une vitesse qui peut sembler faible au commun des mortels, mais on la mesure assez précisément grâce aux techniques de géodésie spatiale. Elle s'échappe vers l'ouest à une vitesse qui est de l'ordre du centimètre par an. Ça paraît pas beaucoup, mais ce que ça veut dire, c'est que chaque année, vous accumulez 1 centimètre de déformation. Et là encore, c'est un petit chiffre, mais sauf qu'au bout de 100 ans, ça fait 1 mètre, et au bout de 1000 ans, ça fait 10 mètres. Donc si vous accumulez de la déformation pendant des siècles et des millénaires, en fait, ça finit par faire beaucoup de déformations qu'il faut relâcher. Et cette déformation, elle est relâchée brutalement lors de tremblements de terre, parce que la friction sur les failles empêche que ça glisse doucement et continuellement et sans faire de bruit. C'est à cause de cette friction que la déformation s'accumule. Et quand il y a trop d'accumulation par rapport à la résistance de la friction, ça casse. Christophe Vigny, on sait que ce séisme a été ressenti au Liban et à Chypre. Ce n'est pas surprenant, ce n'est pas loin. Mais on a même parlé jusqu'au Groenland, vraiment. Et si oui, pourquoi est-ce que ça a été ressenti à des centaines de kilomètres? Oui, les tremblements de terre de magnitude supérieure à 7, c'est quand même assez gros. Il y en a malgré tout plus souvent qu'on ne croit. Depuis le début du 21e siècle, des séismes de magnitude supérieure ou égale à 7,8, il y en a déjà eu plus de 60. Il y en a au moins un par an, souvent 2 ou 3 dans l'année. Alors ces tremblements de terre, ils envoient des ondes qui vont illuminer toute la planète Terre. Elles sont enregistrées absolument partout, par tous les sismographes, partout sur la planète, sans aucune difficulté. Donc les hommes sont un peu moins sensibles que les sismographes, mais malgré tout, pour un séisme de cette magnitude, on le sent assez bien, très loin. Christophe Vigny, cette question est pour vous. Est-ce que la profondeur du premier séisme, 4h17 du matin, heure locale, dans le sud-est de la Turquie, qui est ici cette profondeur de 17,9 km, est-ce que ça a eu un impact sur l'ampleur du tremblement de terre? Oui. Quand un tremblement de terre se produit proche de la surface est secouée avec plus de force. Et 15-20 km de profondeur, c'est pas très profond pour nous géologues. La planète Terre, elle fait plus de 6000 km de rayon, donc la profondeur, c'est 6000 km. Là, 20 km de profondeur, c'est juste sous nos pieds, donc c'est pas très loin, et ça secoue très fort, beaucoup plus fort que s'il avait été à 50 ou 60 km de profondeur. Yann Klinger, il y a aussi une question qui est assez surprenante, c'est qu'en fin de matinée en Turquie, il y a eu ce qu'on a cru être une réplique. En fait, il s'avère que ça n'en était pas une, c'était un deuxième tremblement de terre, c'est bien ça? Ce qui est rare. Oui, effectivement, on a eu ce deuxième séisme d'une magnitude quasiment équivalente. La magnitude est donnée 7,7. Donc, les premières évaluations ont effectivement pointé vers une réplique, et puis on s'est aperçu qu'en fait, d'abord la magnitude est un peu forte pour qu'on considère que ce soit une réplique, et surtout cet événement n'est pas sur la même faille, il est sur une faille qui est localisée un petit peu au nord, dans la même région bien sûr. Donc en fait, on va plutôt parler d'un deuxième séisme qui a été déclenché par le premier. Et chacun de ces séismes va à son tour être accompagné par contre de sa corde de réplique. Donc on va maintenant s'attendre
des centaines de répliques de magnitude plus modérée quand même. Yann Klinger, est-ce qu'on pouvait prévoir ce tremblement de terre, la première secousse, et donc ce double phénomène? Alors, on ne pouvait pas prévoir le tremblement de terre au sens météorologique où vous faites une prévision et vous annoncez quand va avoir lieu le tremblement de terre. Par contre, comme on l'a déjà dit, en fait, la zone sur laquelle s'est produite le séisme est une zone qui est parfaitement identifiée comme étant une zone de fort risque sismique. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas une surprise au sens géologique qu'il y ait des grands tremblements de terre. Le fait qu'on ait un deuxième tremblement de terre directement dans la foulée, c'est quand même assez inhabituel. On a quelques exemples, mais qui sont suffisamment rares pour qu'on en parle et que ça interroge la communauté scientifique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment inattendu et qui va provoquer beaucoup de recherches dans la communauté scientifique. On approche les 3 jours désormais. Christophe Vigny, est-ce qu'il y a encore, 3 jours quasiment après la première secousse, des risques de réplique pour la Turquie et pour la Syrie? Oui, alors d'une part, les répliques, c'est ce qui se produit après le choc principal sur une faille. Donc là, il y a une sorte de, on connaît les lois d'échelle qui portent le nom d'un sismologue japonais, la loi d'Omori, qui dit que après un gros tremblement de terre, vous avez encore plein de petits tremblements de terre sur la même faille et qui va illuminer, toutes ces répliques vont illuminer la faille pendant, en général, 2-3 semaines, assez classique. Et simplement, c'est des séismes de plus en plus petits, et puis au bout de quelques semaines, ça finit par s'arrêter. Ça, c'est les répliques. Par contre, des séismes déclenchés, comme expliquait Yann Klinger, sur d'autres failles, ça peut être déclenché soit presque instantanément, quelques secondes ou quelques minutes après le choc principal, soit un peu plus tard, quelques jours après, soit encore plus tard, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après. Comme disait Yannick Klinger, c'est tout à fait l'occasion de recherche. C'est un domaine pas très bien compris. On ne sait pas exactement pourquoi et comment un séisme peut en déclencher un autre, et surtout pourquoi des fois c'est peu de temps après, des fois c'est très longtemps après. Ce qui est certain, c'est que la probabilité de tremblement de terre déclenché sur d'autres failles autour de la faille principale qui vient de rompre est plutôt augmentée que diminuée. Yann Klinger, 11 200 morts au moins, bilan hélas provisoire sans doute. Est-ce que vous, sismologue, vous redoutez le pire? On imagine que le bilan humain lors d'une telle catastrophe, il dépend de plusieurs paramètres. Il y a notamment les constructions antisismiques, il y a la vétusté des immeubles. Pourquoi est-ce qu'un tremblement de terre comme celui-ci risque hélas de voir un bilan encore beaucoup plus lourd? Est-ce que c'est fonction de cette secousse de 7,8 sur l'échelle de Richter notamment? C'est indéniable que, comme on l'a dit et comme Christophe Vigny l'a rappelé au début de cet entretien, la magnitude de ce séisme 7,8 est quand même une magnitude exceptionnellement importante pour un séisme continental. Christophe Vigny parlait de ce type de magnitude qui revient régulièrement, mais en fait, ils reviennent surtout dans ce qu'on appelle les zones de subduction, donc ils sont plutôt dans des zones plutôt sous la mer. Mais en zone émergée continentale, ça reste une magnitude exceptionnelle. À titre de comparaison, le séisme d'Izmit en 1999, qui avait aussi frappé la Turquie, c'était aussi un doublet d'ailleurs. On était dans des magnitudes plutôt de l'ordre de 7,3, 7,2, donc considérablement plus petit. Donc là, l'amplitude des dégâts est évidemment proportionnelle à la magnitude parce que la zone affectée est bien plus large. Et puis après se rajoutent des facteurs que vous avez évoqués, la qualité des constructions, le fait aussi que ce séisme s'est produit en pleine nuit, donc quand les gens sont chez eux, ce qui aggrave le bilan forcément. Alors tout à l'heure, je posais la question de savoir si on pouvait prévoir. La réponse était non. Mais tout de même, Christophe Vigny, est-ce que Yann Klinger vient de citer Izmit, 1999, au moins 17 000 morts. C'était il y a 24 ans maintenant. Est-ce que pour autant, même si on ne peut pas prévoir la date exacte, est-ce qu'il y a une fréquence, notamment sur cette plaque anatolienne, qui dit que tous les 25 ans, tous les quarts de siècle, hélas, il faut s'attendre à une drame d'une telle ampleur? Oui, alors d'abord, encore une précision, ce qui va faire une certaine intensité de destruction, c'est bien sûr la magnitude du séisme, mais pas seulement. Il faut comprendre qu'une rupture sismique, c'est quelque chose qui commence à un endroit, l'épicentre, et qui se propage le long de la faille. La vitesse à laquelle la rupture va se propager va aussi beaucoup impacter l'intensité des mouvements du sol. Il y a quelques décennies, on a découvert les séismes lents,
des trucs qui peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Et vous avez la même magnitude, vous déchirez une faille sur 100 km de long, mais ça se passe tellement lentement que ça ne fait pas de bruit. Et sur la fréquence, donc un quart de siècle? Voilà, alors après, oui, des tremblements de terre qui se reproduisent plus ou moins régulièrement, on parle de temps de récurrence à un endroit donné, on connaît plein d'endroits où ça se produit. C'est très intéressant à étudier, mais ce n'est pas un instrument de prédiction. À chaque fois qu'on s'est essayé à dire il y a une faille qui a cassé 3 fois tous les 50 ans à cet endroit-là, donc le prochain c'est dans 50 ans, ben, on s'est trompé, il s'est produit 40 ans après ou 150 ans après. Et pourquoi, on ne sait pas. Et là, vous me dites oui ou non, la guerre en Syrie a-t-elle eu un impact, un lien ou pas du tout? Là, géologiquement, la réponse est non. Hein. A priori, non. C'est complètement non. Complètement non. Je parlais bien sûr Ce qu'il faut peut-être, si je peux me permettre, juste mettre une précision. Vous avez connecté le séisme d'Izmit avec le séisme de cette semaine pour faire un temps de retour de 25 ans. Ces séismes se sont passés sur des failles extrêmement différentes. Donc en fait, ils sont complètement décorrélés au niveau scientifique de la physique qu'il y a derrière. Voilà. Merci beaucoup Yann Klinger et merci à vous Christophe Vigny pour votre éclairage qui nous permet donc de mieux comprendre justement comment ces secousses sismiques peuvent commettre de telles tragédies humaines. 11 200 morts au moins, on le rappelle, entre la Turquie et la Syrie.